Je lance l'enregistrement. Alors, ce que je vous propose, c'est donc de lancer ce troisième volet, ce troisième numéro de notre webinaire des matinales de la chaire EMAI. Donc, pour cette troisième session, nous avons la chance d'accueillir Émilie Lanciano, qui est professeure en sciences de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Lumière Lyon 2. Et Camille Bailly, qui est salariée associée et responsable du pôle social, ex-CODG de la SCICSA GRAP. Alors, toutes les deux, vous avez contribué à l'ouvrage collectif, qui est aussi donc co-dirigé par vous, Émilie Lanciano, mais aussi Anthony Hussenot, Philippe Lorino et Jonathan Sambugaro. Et cet ouvrage s'intitule « Pratique de travail et dynamique organisationnelle ». Vous et Camille Bailly, vous avez notamment coécrit un chapitre dans cet ouvrage, ce que je vous propose, donc qui traite de la vie démocratique dans une SCIC alimentaire. Alors, ce que je vous propose, c'est d'organiser cette matinale en plusieurs temps. Un premier temps durant lequel, Émilie, vous allez présenter l'ouvrage de manière globale, présenter ces différents chapitres, ces différentes parties. Et puis ensuite, on aura donc une présentation à deux voix avec vous, Émilie et Camille, pour présenter donc le chapitre abordant la vie démocratique d'une SCIC alimentaire. On est ensemble jusqu'à 10h30. On fera aussi un temps de questions-réponses. Donc, il y en aura deux, je pense. On vous donnera un petit peu la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions à nos interlocutrices. N'hésitez pas entre-temps aussi à poser des questions dans le chat. On a donc Nathalie Rollet-Crozet qui se chargera de relayer vos questions à nos invités. Et voilà, je pense que j'en ai fini pour cette brève introduction. Si vous n'avez pas de questions dès à présent, je peux proposer peut-être à nos intervenantes de partager leur écran et donc de commencer notre webinaire sur l'ouvrage « Les pratiques de travail et dynamique organisationnelle ». Merci à elles deux. C'est parfait, Émilie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc là, je pense que maintenant, vous voyez bien les slides. Je suis très heureuse de participer à ce séminaire autour de ces questions-là de pratique de travail, de dynamique organisationnelle. Et donc, je remercie et nous remercions, Camille et moi, les organisatrices pour l'invitation à montrer et donner à voir et ouvrir un espace sur des réflexions, mais aussi sur des modes d'action qui sont entrepris là sur la scène lyonnaise et plus globalement sur la scène de Aura, de Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme l'a dit, l'intervention, elle va se faire en deux temps. Moi, je vais d'abord essayer de retracer en fait la genèse de l'ouvrage et ce qu'on a essayé de faire en fait dans cet ouvrage. Et ensuite, on présentera un article dans cet ouvrage qui porte justement sur la question de la démocratie, de comment faire vivre la démocratie dans un contexte de forte croissance. Alors, l'ouvrage qui est présenté aujourd'hui, donc qui s'intitule « Pratique de travail et dynamique organisationnelle ». C'est un ouvrage qui a été dirigé donc, par Anthony Hussenot de Nice, Philippe Lorino de Paris, l'ESSEC, mais aussi un peu la Suisse, et Jonathan Sambugaro de Lille. C'est un ouvrage collectif, ça veut dire que nous avons, en fait, on a été à l'initiative de cet ouvrage et de séminaires, mais on a rassemblé plusieurs auteurs. Et donc, on a une vingtaine d'auteurs et d'autrices dans cet ouvrage qui ont travaillé à partir d'une certaine commande, en fait, que je vais essayer de vous expliquer. Donc, de fait, on a organisé une série de rencontres, beaucoup dans le cadre de l'AIMS, donc l'Association internationale de management stratégique, qui est un peu l'organisation scientifique qui réunit les chercheurs
sur les grands domaines du management et de la stratégie. Et donc, on avait créé un petit espace pour travailler là-dessus. Alors, quelles sont les raisons qui ont amené justement à construire cet espace de discussion, d'analyse sur le travail et l'organisation? En fait, tous les quatre, donc on est parti d'un constat d'une forte inflation sémantique concernant les transformations du travail. On entendait donc déjà dès les années 2015-2017, en fait, on entendait parler beaucoup de crise du travail, de nouvelles formes d'engagement au travail, de nouvelles formes de travail, de télétravail, bien avant déjà la crise du Covid, de plateformes de travail, d'ubérisation, etc. Et cette inflation sémantique, qui dénotait en fait des transformations importantes sur la façon dont le travail est organisé, nous semblait en fait des formulations très ambiguës et très peu déterminées, en fait, peu précisées. Surtout, en fait, on trouvait tantôt des interprétations et des observations très enchanteresses, très optimistes, vers en fait une nouvelle façon de réconcilier le travail et la vie privée et la vie domestique et les espaces. Et de l'autre, le plus souvent, en fait, quand même, des analyses et des témoignages complètement catastrophiques d'une transformation radicale en fait de nos formes de travail. Et donc l'idée de ces séminaires, ça a été d'essayer de considérer sérieusement ces transformations avec une double posture. Une posture, bien évidemment, puisque c'est nos métiers d'analyse scientifique, qui se fondent sur des études de cas, qui se fondent sur du terrain d'analyse, mais également d'essayer d'une posture de transformation en fait et d'action complète analyse scientifique pour essayer en fait de produire des outils, produire des dispositifs d'action qui essayent d'accompagner et de participer à une transformation du travail et des organisations. Donc, je vais revenir plus rapidement en fait sur les éléments plus précis du constat qu'on faisait et qui ont du coup permis de structurer en fait la façon dont l'ouvrage nous avons structuré l'ouvrage aujourd'hui. En premier lieu, voilà, on parle beaucoup de transformation technologique et le parti pris ou l'hypothèse, si vous voulez, que nous avons pris, c'est que plutôt qu'une nouvelle vague d'automatisation qui de fait affecterait directement la productivité au travail, comme ça a pu être le cas dans différentes vagues de révolution industrielle, on observe plutôt une numérisation du travail des organisations qui passe par voilà, le développement des plateformes numériques, du micro-travail, du télétravail, mais qui contribue en fait à éclater le salariat en nouvelles catégories de ce qu'on peut appeler des zones grises de l'emploi, où en fait finalement les catégories de entreprises collectives éclatent et où la catégorie de travailleurs salariés CDI à temps plein, elle est beaucoup plus floue et diffuse. Surtout, on s'est dit, à travers tout le débat sur le management algorithmique, ce qu'on s'est aperçu en s'appuyant sur des enquêtes qui ont été menées, etc., c'est que le danger n'est pas tellement celui que les robots ou les machines remplacent le travail humain, mais plutôt en fait de faire travailler les humains comme des robots. Et donc de conserver un travail humain, mais qui serait machinisé, etc. Et donc, ce constat rapide nous a amené à dresser un diagnostic et un impératif stratégique dans l'idée de considérer
nos capacités en fait à concevoir, à comprendre des dispositifs de régulation d'action collective avec et malgré ces transformations technologiques. Et derrière, en fait, d'essayer de réfléchir en tant qu'acteur et en tant que scientifique à notre capacité dans l'activité économique et dans l'activité de travail, notre autodétermination et notre capacité à réguler l'action collective. Rapidement, deuxième constat, c'était évidemment celui de la crise environnementale et écologique que nous avons, dont nous faisons tous les frais par des expériences sensibles et quotidiennes et ordinaires, je dirais, qui de fait qui ravivent en fait la question de l'accaparement des ressources. Question, somme toute, assez classique et qui a traversé un peu l'histoire des débats économiques sur la question de l'accaparement des ressources avec la question de la privatisation des ressources par l'activité économique et par les entreprises. Mais de fait, ce qu'on dit, c'est que cette question environnementale, elle repose cette question-là. Elle donne à voir de façon tout à fait urgente et peut-être dramatique la question de la destruction des écosystèmes, et elle suscite des situations de conflit. Et donc, encore une fois, on prend dans l'ouvrage, on prenait un parti pris de dire ce n'est pas simplement une question conjoncturelle, ce n'est pas simplement la problématisation, elle ne doit pas se faire uniquement en termes de soutenabilité, de responsabilité, mais bien en termes de transformation des modes de faire et donc des modes d'organisation et du travail. Et enfin, eh bien, là, ça correspond plus à un pôle du social, dans le sens ou du social qui fait collectif et qui agrège en fait les relations entre individus et société, et du coup travail et organisation. De fait, depuis une vingtaine d'années, etc., on voit apparaître des nouvelles formes d'engagement, mais également de désengagement, qui pèsent, en fait, non plus comme un certain temps sur les autorités publiques, etc., mais également sur les entreprises, sur l'activité économique. Donc, évidemment, à travers les mouvements de comportement de cours éthique, voire politique de consommation, de comportements éthiques, voire politiques d'habitants, mais également d'utiliser en fait l'activité économique, le travail, comme un lieu d'expérimentation et comme un lieu de changement social, politique, mais également individuel. Et donc, il me semble, et je me permets là aujourd'hui, il me semble que dans le contexte particulièrement actuel de ces jours-ci, la question en fait de la démocratisation de la société, mais en particulier des organisations, et donc de la question des formes d'action collective, c'est un impératif important et indispensable dans le contexte actuel. Donc, j'ai essayé brièvement en fait de vous expliquer à la fois les constats qu'on avait faits et la façon dont on essayait on a proposé d'essayer d'y répondre. Pour résumer, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que tous ces nouveaux termes, toute cette inflation sémantique sur la transformation du monde du travail, finalement, en fait, ces pratiques, ces enjeux ne sont pas si nouveaux que cela, en fait. C'est des choses qui reviennent de façon lancinante dans l'histoire. En revanche, si on prend un parti pris, là, pour le coup, plus optimiste, ou en tout cas plus transformateur, toutes ces transformations-là, elles contribuent, en fait, à replacer la question du travail, la question des organisations, la question des entreprises, la question des stratégies dans le champ du politique, dans le champ de la politique, en ce que la politique, c'est l'affaire de la prise en main par les individus, par les citoyens, par les travailleurs,
de la gestion de leur commun et de leur société. Donc, on essaye, voilà, comme je l'ai déjà dit, de ne pas tomber dans une posture enchanteresse, critique, dépressive, je dirais même, mais d'essayer de travailler sérieusement sur ces hypothèses. Deuxième chose, dans l'ouvrage, alors c'était vraiment les éditeurs où on avait vraiment cette volonté, c'était dans cette problématisation de considérer ces transformations-là, de poser le rôle des sciences de gestion comme contributeurs, en fait, pour penser ces transformations, à la fois scientifiques et en termes d'action. On faisait le constat que les sciences de gestion, finalement, sont peu consultées, mais aussi parce qu'elles peuvent elles peuvent s'enfermer dans des logiques quelquefois très techniciennes, très techniciennes et très fonctionnalistes, et sans pour autant aider les organisations à faire face à ces changements importants. Et donc, dans l'ouvrage, on a clairement en fait une volonté, alors on n'y arrive pas, hein, mais d'essayer de placer la contribution des sciences de gestion dans cette perspective-là, et donc avec une conception du travail, non pas simplement comme une activité, mais bien le travail considéré dans une conception relationnelle dans un espace social et un espace collectif, et donc de considérer les dimensions d'organisation du travail. Alors l'ouvrage, on l'a structuré autour de 3 grandes parties, en fait. L'ouvrage, si vous avez pu le feuilleter, ou si voilà, il est composé de contributions théoriques où en fait des auteurs, des autrices essayent de développer une hypothèse, d'essayer sur la base de données secondaires et développent des hypothèses, mais aussi des études de cas. Et on a structuré l'ouvrage autour de 3 parties. Une première partie qu'on a intitulée Mouvement et qui a été dirigée par Anthony Husneau, qui en fait reprend un peu toutes les questions liées aux risques et aux espoirs du monde du travail. Et donc, voilà, on a un certain nombre de contributions qui vont justement qui vont considérer directement la question de l'ubérisation et des plateformes. Est-ce que les plateformes supprime le concept d'entreprise, en fait. Est-ce que, en fait, l'entreprise conçue comme un espace collectif qui articule des humains, des non-humains, etc., est-ce qu'à travers la plateforme, est-ce qu'on voit arriver, est-ce que c'est ces catégories-là qui n'existent plus? On considère le travail à travers le concept de communauté dans des espaces de coworking. Et il y a un article également qui essaye de réfléchir sur, avec une approche un peu de l'effondrement climatique, hein, notamment, et de savoir en quoi ça peut affecter les sciences de gestion. Deuxième partie que j'ai coordonnée, s'intitule Démocratie, et donc s'intéresse justement à des perspectives et des expériences qui essayent de développer en fait des nouvelles pratiques de travail, et du coup les contributions ici essayent de s'interroger sur la base d'enquêtes sur ces éléments-là. Et enfin, la dernière partie de l'ouvrage qui a été dirigé par Philippe Lorino. Philippe Lorino qui s'intéresse depuis très longtemps sur les questions de contrôle. Dans cette partie-là, on retrouve des contributions qui traitent justement de cette dialectique en théorie des organisations entre le contrôle et l'autonomie. Et les auteurs se posent la question de savoir est-ce qu'il est possible en fait de trouver des alternatives au modèle du contrôle qui fonde le management depuis plusieurs et les pratiques de management depuis plusieurs années.
Et donc, on a différentes contributions qui ne sont pas forcément sur la même ligne, hein, mais on a une discussion dans cet espace-là autour de ces questions-là. Alors, je vous présente plus précisément la partie consacrée à la démocratie, de fait que j'ai coordonné. De fait, l'idée, c'était de rassembler des contributions qui parlent justement de ce mouvement de tentative, en fait, de réappropriation du travail par l'organisation. On voit effectivement un certain nombre de dispositifs, d'expériences qui visent à essayer de démocratiser ou en tout cas à partager la décision. Donc, ça prend les formes de l'entreprise libérée, de la sociocratie, la coopérative, voire quelquefois de l'autogestion. Par l'expérience, en fait, et par des stratégies quelquefois de publication dans la presse professionnelle et maintenant dans la littérature académique, l'idée, c'est de nouveau de questionner les formes de management traditionnelles et d'essayer d'aller vers de la décentralisation et de la prise en main par les individus par les individus au travail de leur pouvoir de décision. Ces nouvelles questions, ces nouvelles voies d'organisation du travail, elles ont, dans toutes les contributions, elles ont vraiment le mérite de donner à voir cette importance de l'organisation du travail et du management, qui n'est pas que fonctionnelle, mais pour un enjeu de démocratisation, mais également un enjeu d'efficacité. Et donc, on a différentes contributions qui documentent tout simplement ces expériences d'entreprises libérées, de sociocratie. Et on a aussi des contributions qui vont essayer d'introduire une perspective non seulement critique, pas forcément critique, mais plutôt pragmatiste et qui se déroule dans l'action. Et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième petite partie d'intervention avec le papier sur le graphe. Mais peut-être on peut faire une petite… Merci, Émilie. Alors, peut-être qu'effectivement, on arrive au bout de cette première présentation de l'ouvrage dans sa globalité. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, déjà à ce moment de la présentation sur l'ouvrage dans son ensemble, sur ses objectifs? Peut-être qu'on peut enlever le partage d'écran pour le moment, Emmanuel, pour qu'on voit s'il y a des mains qui se lèvent. Oui, je veux bien que Émilie, Voilà. si c'est cool. Merci. Il y a Lise qui lève la main. Ça me permet de te dire bonjour, Émilie. Ah oui, bonjour à tout le monde, mais un coucou spécial à Émilie. Merci beaucoup. Je n'avais pas du tout vu la sortie de votre bouquin, donc j'en suis absolument ravie. Ça fera partie des lectures, peut-être pas sur la plage, mais de la rentrée. Merci pour ta présentation, pour le coup, très stimulante et qui donne vraiment envie d'aller s'y plonger. Du coup, je ne le connais pas du tout, ce bouquin, et c'était pour savoir un petit peu en termes de terrain, quand tu parlais d'expérimentation, notamment, je pensais surtout à la partie 2 et la partie 3 du bouquin. Donc, au-delà de secteurs dans lesquels on les attend peut-être un peu plus, comme l'économie sociale et solidaire, au-delà des ETI sur lesquels l'entreprise libérée a été plus fortement caractérisée, est-ce que vous avez des formes d'expérimentation, en fait, des collègues qui ont travaillé dans des secteurs divers et variés, sur des populations aussi de salariés différentes, quoi. En gros, est-ce qu'il y a des choses qui émergent et qui fourmillent un peu partout en termes de secteur et de nature d'organisation, ou est-ce qu'il y a quand même une forme de concentration de l'expérimentation organisationnelle sur le travail dans des espaces qui seraient plus favorables? Voilà, c'est une question de curiosité. Je réponds tout de suite. Oui, non, de fait, non. On a, de fait, dans l'ensemble des auteurs et des autrices se sont de fait plutôt considérés sur des petites organisations et plutôt sur alors pas forcément des organisations de l'économie sociale et solidaire, mais des organisations qui ont en fait qui sont, je dirais, effectivement,
le cadre assez classique dans lequel on peut attendre des expérimentations organisationnelles. Donc, de serait-ce qu'en termes de taille, hein, qui permet en fait la mise en œuvre, etc. Alors, ceci dit, de fait, dans la dernière partie, mais c'est pas directement dans le papier, mais le papier dans la partie du contrôle, sur la partie du contrôle où il y a quand même une controverse en fait dans cette partie-là, autour d'un côté de personnes qui, notamment sur la base d'observation dans des scopes, dans des coopératives, etc., auprès d'acteurs qui prennent en charge directement la question on veut essayer de trouver d'autres formes de contrôle hiérarchiques ou voilà, formelles. Donc, il y a des auteurs qui vont essayer de documenter des formes alternatives de contrôle. Et d'autres auteurs, donc notamment Philippe Lorino et Justine Arnoux, qui devaient être sur la base d'enquêtes, par contre, plus pour Justine, plutôt dans le nucléaire, en fait, qui plutôt, elle, va proposer, en fait, vont adopter une approche beaucoup plus radicale, d'une certaine façon, en disant, en fait, il est vain de chercher des formes alternatives de contrôle. Il s'agit de transformer en fait complètement la façon de prendre des décisions, de concevoir l'organisation avec une approche pragmatiste. Mais de fait, pour répondre à ta question, le gros des observations, en fait, il concerne vraiment les formes émergentes, expérimentales, donc petite taille, mais de fait, comme j'ai essayé d'expliquer, il y a une dimension voilà, de considérer sérieusement ces expérimentations et sans tomber dans une posture enchanteresse ni complètement critique, en fait. Donc, d'essayer de trouver une voie de milieu, quoi. Merci beaucoup. Alors, je poursuis sur les questions. Je vois qu'il y a Franck Daou. Oui, bonjour. Franck Daoud, donc je travaille à la CFDT, à la métallurgie. Je m'occupe de qualité de vie au travail, d'organisation du travail. Je voulais vous poser une question. Je vais focaliser sur la démocratie, hein, étant donné que vous êtes présente. On a énormément de mal à mettre en place des expérimentations avec surtout des expérimentations qui aillent à la finalité qu'on leur donne. Ne pensez-vous pas, quelque part, qu'il faudrait peut-être institutionnaliser un peu ces démarches d'une manière ou d'une autre? Alors, je ne sais pas si c'est abordé dans le livre, c'est pour ça que je pose la question. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet apparaît de plus en plus dans les rapports, enfin, je pense au rapport Senard là, sur le travail il y a peu de temps, etc., le sujet du dialogue professionnel, qui n'est pas du dialogue social, bien évidemment, et qui mériterait quand même d'être organisé, là pour le coup, peut-être institutionnalisé aussi. Voilà, je vous pose la question sous cet angle-là. Merci. Merci pour cette question-là qui m'intéresse grandement, puisque c'est un peu la suite des travaux qu'on mène, enfin en tout cas que moi je mène aujourd'hui, puisque, alors pour moi je relie les deux questions en fait, parce que justement j'allais vous demander qu'est-ce que ça veut dire institutionnalisation, mais de fait on a en fait un projet de recherche avec une thèse qui est réalisée justement sur la question de la mise en place d'instances de dialogue social et du coup dans en fait des organisations qui sont sous un régime, si je reprends ce qu'on a la discussion avec Chris tout à l'heure, d'expérimentation organisationnelle en fait, et donc en particulier dans les scopes ou dans les scopes ou dans des coopératives d'activité ou d'emploi ou dans des organisations où de fait, en fait, la question d'institutionnalisation sur la question du travail peut poser problème, en fait. Et moi, il me semble que c'est important pour concevoir, en fait, la place des salariés dans la façon dont ils réalisent, etc. Donc, ce n'est pas facile. Mais il me semble qu'effectivement, le concept et la catégorie d'action du dialogue social professionnel, c'est assez important, avec des outils juridiques qui peuvent exister. Moi, dernièrement, à la frontière de l'économie sociale et solidaire et des entreprises conventionnelles, il y a un statut qui s'appelle la SAPO,
une entreprise en fait qui permet une prise de participation en fait des salariés avec une mission de titre de participation et une consultation dans les instances, sans passer par le statut coopératif et sans passer non plus par une participation minoritaire de salariés dans des instances de gouvernance. Donc là, il me semble que ces questions-là qui commencent qui sont importantes de soulever. Juste pour terminer rapidement, après, la question, et qui est bien posée dans l'ouvrage, c'est que ici, on parle d'instances de gouvernance, en fait. Simplement, sans doute que ces instances de gouvernance, elles ne suffisent pas et qu'il s'agit aussi de faire rentrer la question de la démocratie dans le management et dans les activités ordinaires du travail, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que on parle de dispositifs de gestion et on parle aussi de la façon dont on conçoit le management. Et donc, il me semble que sans doute la contribution qu'on fait après, elle peut essayer d'esquisser des pistes, en fait. Merci, Émilie. On peut encore prendre une question peut-être s'il y en a sur l'ouvrage dans sa globalité avant de passer à la présentation du chapitre plus spécifique. Je ne vois pas de main et je ne vois pas de questions dans la discussion. Il y a un commentaire de Lise en écho sur effectivement le passage à l'échelle et à partir de ces expérimentations. Je trouve que c'est vraiment intéressant. L'ouvrage, il y a beaucoup d'expérimentations. Effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'on en tire aussi de manière plus globale et comment on peut se faire un passage à une échelle plus forte. C'est ce que Lise évoque dans son commentaire. Il me semble que le GRAP est une bonne illustration. Ok, bah écoute, je pense qu'on passe à la partie suivante. Donc, alors, je repartage, oui. Oui, du coup, donc là, vous êtes toutes les deux, Camille et Émilie. C'est bon? Oui, là, on voit voilà, le dernier slide de tout à l'heure. Voilà, parfait. Je vais vite. Donc, là, on va parler à deux voix. Je vais juste présenter le papier. Donc, c'est un papier qui est dans la partie démocratie et qui, du coup, s'intitule « Concilier prise de décision démocratique et forte croissance dans une cycle alimentaire ». Donc là, la question de la mise en échelle, elle est affrontée, etc. C'est un papier qu'on a écrit, qui a été écrit à plusieurs mains. Donc, Séverine Saleil, qui est une collègue maîtresse de conférence avec moi à l'Université Lyon 2, avec qui on a fait beaucoup de terrain sur le GRAP depuis longtemps, et également Jean-Luc Chautagna, qui est actuellement co-gérant de la manufacture coopérative, qui est un espace, la manufacture coopérative, qui regroupe des collègues de l'académique, mais aussi des consultants chercheurs, où on fait de la recherche coopérative, et qui a une grande histoire avec le GRAP. Et on a du coup aujourd'hui et Camille, qui a suivi l'enquête, puisqu'elle a été aussi enquêtée. Donc, c'est assez rigolo et je te laisse peut-être te présenter. Ok. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à Émilie et Séverine d'avoir toujours envie d'interroger GRAP sur les pratiques qu'on a. Donc, moi, je m'appelle Camille Bourgy. J'ai été embauchée à GRAP en 2015 au pôle social pour faire de la paye. Et petit à petit, j'ai mis mon intelligence à réaliser mon travail et du coup, trouver aussi ce que je pouvais apporter. Ça sera plus avec ma chargée de mission. Une interférence. Désolée, j'ai coupé. Ok. Donc, petit à petit, justement, de m'être intéressée un peu plus au-delà de fabriquer des fiches de paye et des déclarations sociales, de ce qui pouvait se passer à l'échelle de la coopérative et quel était mon rôle là-dedans. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus une fonction de RH globale
Et effectivement, on rigolait avec Émilie, puisque quand j'ai été enquêtée, donc cette enquête, elle date de 2019-2020, j'étais vraiment salariée. Entre-temps, j'ai été co-DG, je ne le suis plus. Et donc là, aujourd'hui, je viens présenter ce chapitre avec plaisir. Donc, peut-être passer à la diapo suivante. Et donc, travailler les questions et muscler les travailleurs, c'est un verbatim. De moi. Et de Camille, quoi. Donc, elle est quand même auteure, quoi. Alors, quand même, je veux dire que travailler les questions, ça vient quand même d'Arlette Laguillet, qui est ma grande inspiratrice sur cette question. J'avais entendu ça quand j'étais toute jeune et je me dis, mais comme elle a raison, effectivement, avant de questionner les travailleurs, il faut penser à travailler les questions. Et donc, ça m'est resté d'une phrase entendue comme ça un jour qui m'avait parlé. Et voilà, ça m'accompagne. Donc, non, c'est tout de suite à toi, Camille. Ouais. Okay. Donc, en quelques mots, GRAP, qu'est-ce que c'est GRAP, on est une SIC SA dans l'alimentaire. Le projet, il a eu envie d'être mené à bien dans les années 2010 à peu près. Sur Lyon, il y avait pas mal de projets dans l'alimentaire durable qui se montaient, certains qui tenaient, d'autres qui avaient des difficultés à perdurer au-delà d'un certain temps, et aussi qui restait dans des tailles modestes. Et du coup, il y a un petit groupe de jeunes gens qui se sont retrouvés dans une association qui faisait émerger des projets un petit peu alternatifs, qui se sont dit, voilà, en fait, il faudrait regrouper ces projets, construire un outil pour accompagner ces projets alternatifs dans l'alimentation durable, pour structurer une filière alimentaire, en fait, à l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'outil aurait pour vocation d'aider ces structures à se développer, à tenir dans le temps et à aider les personnes qui y vivent à trouver une qualité économique et une qualité de vie au travail, voilà, pour augmenter l'impact, augmenter la qualité de vie des personnes. Et dès le début, donc le projet s'est constitué sur deux jambes, donc une SIC au service de l'alimentation durable, donc comme une alternative à la grande distribution, système agro-industriel, et l'idée de vouloir faire de l'alimentation durable, que ce soit pour la planète, pour les agriculteurs, pour les personnes qui travaillent et pour les gens qui achètent. En mutualisant des services supports, donc de la compta, de la formation, de l'accompagnement, des compétences, etc. Et l'autre jambe, c'était la démocratie au travail, donc de dire, pour que cette filière alimentaire fonctionne, c'est aussi un projet politique, ça doit s'inscrire forcément dans un projet d'émancipation individuelle ou collective à différents niveaux. Donc on a fait le choix de la SIC parce que c'était aussi une structure juridique qui fonctionnait bien, mais au fond, la démocratie, dès le départ, la démocratie au travail, enfin la démocratie dans GRAP, c'est pas tant jouer sur la question vraiment du statut ou de dire comment on utilise les collèges, etc., mais plus sur, d'une part, une volonté, une charte d'échelle de salaire, de poser des questions de solidarité, de mutualisation et une vie coopérative, une manière de fonctionner ensemble qui insiste sur la coopération réelle dans les pratiques de travail et dans les pratiques, donc des pratiques de travail opérationnelles quotidiennes et aussi dans la construction du projet, de la stratégie et du fonctionnement global de la structure. Du coup, en février 2010, il y a eu une première épicerie sur Lyon qui a été un peu le lieu le lieu d'expérimentation premier de ce projet. Et ensuite, donc là, c'était vraiment à l'échelle d'une épicerie bio, locale, vrac, en centre-ville, etc., et d'expérimenter des manières de faire différentes. En mars 2012, ce petit groupe de personnes, donc certains travaillent à l'épicerie, d'autres pas forcément encore, se sont mis ensemble pour répondre à un appel à projet autour d'une reprise des Halles de la Martinière, qui est une grande halle en centre-ville de Lyon, dans lequel il y avait on proposait un projet justement de halles alimentaires durables, etc. Et c'est là que se sont construites les prémices de l'organisation de GRAP, même si donc le projet n'a pas été retenu. Le groupe est arrivé deuxième, mais en se disant, maintenant, on a ce beau projet dans les cartons, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas le jeter. Donc, c'est là que l'idée de créer GRAP a eu lieu à partir de ce premier projet.
Donc, création du GRAP en novembre 2012, donc à une toute petite échelle. Au départ, il y a 3-4 activités, donc épicerie, transformation, un boulanger, une épicerie, un grossiste, etc., qui sont dans le projet. Et donc, au début, l'enjeu, c'est de trouver des activités qui vont rejoindre ce projet un petit peu fou. Donc, ça commence doucement. Et donc, on voit, fin 2014, 9 activités, fin 2015, 17. Juin 2016, 35. Donc là, c'est déjà un peu plus, donc 35 activités, mais ce qui fait plutôt environ 50 personnes en tout qui travaillent. Et là, on décide du coup de changer aussi, on était en SARL au départ, et là, on décide de passer en SA pour avoir un conseil d'administration qui va pouvoir institutionnaliser justement cette dynamique de construction collective. Parce qu'au départ, donc, il y avait l'équipe support, l'équipe interne dans laquelle il y a la direction générale, enfin les gérants, puisque c'était en SARL, qui portait quelque chose et qui avait une volonté personnelle d'animer des temps. On avait un CAO, un comité d'action et d'orientation dans lequel il n'y avait que les activités. Et là, on se dit, on est plus gros, etc. Il faut institutionnaliser ça. Donc, on va passer en SA avec donc un conseil d'administration composé uniquement de membres des activités, en disant l'équipe support a un rôle central dans la gestion ordinaire, donc une compétence et un pouvoir, en fait, en quelque sorte. L'ADG est issu souvent de l'équipe structure, l'équipe interne, donc il faut absolument que ce conseil d'administration soit animé par les personnes qui sont dans les activités. Donc ça, c'est un gros changement. Et puis sur la période 2017, 2018, 2019, il y a une assez forte croissance. On est porté par la croissance du secteur bio à l'échelle nationale. Donc, ça marche plutôt pas mal et on est donc confronté à une assez forte croissance. On est 80 fin 2018, on est 150 en 2019. Et donc, c'est là qu'intervient cette enquête, puisque à ce moment-là, on se dit, donc à cette période, 2018, etc., il y a à la fois donc des besoins de structuration de l'organisation, parce que on ne pilote pas pareil quand on a un petit groupe de 50 ou quand on est déjà plutôt une centaine et qu'on se projette à 200 bientôt. Il y a de plus en plus de métiers, d'activités, de profils divers des personnes, donc que ce soit des boulangers, des traiteurs, des épiceries, etc., des activités petites, des activités grandes, des activités avec un modèle assez entrepreneurial, d'autres moins, etc. Et des profils de personnes différents, et puis des gens qui, petit à petit, ne se connaissent plus forcément aussi bien qu'au départ, quoi. Donc là, on se dit, comment faire pour ça, et est-ce qu'on veut grossir, comment on garde la convivialité, la coopération, etc. Donc, c'est des questions qui vont agiter la coopérative, disons, en 2018, quoi, de se demander comment on va faire ça. Je crois que je m'arrête là pour l'instant. Ouais, donc, je reprends le fil. Justement, voilà, c'était donc c'est cette situation de croissance, etc., qui constitue, qui est une situation traversée par l'organisation, en fait, qui pose en fait la question de tout le projet démocratique qui a été construit, comment il fait pour perdurer dans la croissance. Et donc, ça amène à se poser la question comment on appréhende en fait la démocratie. Et du coup, en fait, dans la littérature classique, mais aussi dans le sens commun, etc., on a en fait des perspectives qui sont assez pessimistes et assez critiques et qu'on va retrouver grossièrement autour des thèmes de la dégénérescence, qui vont dire que en fait, le changement d'échelle, la croissance, en fait, conduit nécessairement ou naturellement, quelquefois dans certains travaux, en fait, à une dégénérescence avec des risques d'oligarchisation, avec une normalisation du projet stratégique, avec des formes de prise de pouvoir de certains groupes par rapport à d'autres à des fins d'efficacité, où on parle aussi de découplage avec finalement une séparation entre valeurs d'un côté et action, projet, pratique. Donc, on a en fait une façon traditionnelle en fait d'aller voir, de pointer les risques de la dégénérescence et les risques en fait de découplage entre valeurs et pratique, excusez-moi. Et ce risque de dégénérescence qui apparaît malgré en fait les dispositifs, les règles
les statuts qu'on a mis en place pour essayer en fait de contrer ces effets-là. Et donc, en fait, une chose qu'on a essayé dans l'article, en fait, de donner à voir, c'est-à-dire que comme dans le collectif du GRAP, en fait, ne fonctionne pas sous ne rentre pas dans ce logiciel-là, et scientifiquement non plus, c'est-à-dire que ce risque de la dégénérescence, en fait, on dit que ça repose finalement sur une conception en fait assez idéalisée de la démocratie ou du fonctionnement démocratique, une conception assez aussi statique, donc idéalisée et statique, qui de fait, effectivement, conduit, si on se fonde sur ce type de conception-là, nécessairement vers des mécanismes de dégénérescence. Et ce qu'on propose à la fois comme une catégorie d'analyse, mais à la fois comme une catégorie d'action, c'est ce qu'on propose en fait de voir le problème, en fait, de voir cette question de la participation de tous et de toutes, à des fins d'efficacité, mais aussi d'émancipation. Hein, et dans un contexte de croissance, on peut tout à fait le considérer de façon différente si on adopte une conception différente de la démocratie. Et donc, on propose ici une conception pragmatiste. Alors, je vais aller très vite parce qu'il ne s'agit pas de faire un cours, faire un cours, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire pragmatiste? Le mot pragmatiste, en fait, il vient en fait de la philosophie de John Dewey en particulier. Donc, ce n'est pas que John Dewey, il y a d'autres philosophes. Hein. Mary Parker Follett, qui n'est pas directement pragmatiste, mais qui, de fait, quand même, quand on lit ce qu'elle a fait, etc., c'est assez lié, qui sont en fait des philosophes, mais aussi des praticiens, aussi des militants qui, en fait, ont développé en fait, des interventions, des écrits au moment, si vous voulez, des 30, la première partie du XXe siècle, hein, et qui ont donc des auteurs, des autrices qui ont traversé en fait la grande crise, etc., de dilettement économique et social, et qui du coup proposent en fait une façon de voir la société et du coup une contribution à la démocratie qui déborde en fait des relations entre États, individus et entreprises, et qui déborde d'une forme d'interventionnisme assez classique. Et donc, la philosophie pragmatiste et la contribution de Dewey, justement, elle rejette, comme c'est écrit sur le slide, en fait, elle entend rejeter en fait les discussions que Dewey considère un peu stériles entre marché, concurrence, coopération, individualisme, coopération, entre valeurs et actions. Pour Dewey, en fait, les valeurs en particulier, elles n'existent et elles ne perdurent que dans l'action. Et donc, effectivement, en fait, si on commence à essayer de considérer les valeurs comme des formes abstraites, effectivement, c'est un parti pris faux, puisque des valeurs énoncées ne sont pas des valeurs dans l'action. Et donc, forcément, elles vont dégénérer. Et donc, il importe, en fait, de considérer les valeurs, la démocratie, ou la coopération, ou la hiérarchie, dans la façon dont elle se déploie là. Et donc, ça fait que, de fait, l'organisation, dans cette perspective-là, elle est un espace mouvant qui est construit par les associations dynamiques entre les individus, qui vont tisser l'activité et qui vont construire l'organisation. Et l'action, en fait, le régime dans une organisation, dans un collectif ou dans la vie sociale, eh bien, c'est un régime, un processus perpétuel d'évolution. Et donc, je vous ai mis ici la définition, une expression qui est assez significative sur la conception de la démocratie chez Dewey et chez Follett. C'est que donc chez Dewey, une phrase assez célèbre de Dewey, c'est que la démocratie, c'est une forme de vie. Et Dewey dit, en fait, on rejette la démocratie, donc évidemment représentative, mais on rejette
bien sûr qu'elle doit exister sur ces bases-là, mais elle ne doit pas suffire. Et donc, on doit mettre en place et faire organiser la société sur la base d'enquêtes démocratiques qui permet à des individus, en fait, de faire vivre la démocratie, parce que la démocratie est une vie. Et donc, on va le voir, s'incarne autour de ce concept d'enquête. Et donc, Follett, dans cette citation que je vous donne, que je vous livre, c'est assez significatif. La démocratie doit être conçue comme un processus. Nous ne voulons pas d'institutions rigides, même bonnes. Ça veut dire que la démocratie, c'est précisément ce processus d'interrogation des institutions, des règles. Et il importe plus de la façon dont le processus de création, d'adaptation, de mise en place de règles des institutions, c'est plus ça qui importe que la question de savoir si ces règles, elles sont bonnes ou pas bonnes. En fait. Et je vais très vite, hein, mais cette conception de la démocratie comme forme de vie, en fait, on va essayer de l'illustrer justement en fait, autour de la question de la croissance, parce que de fait, on va voir que le GRAP, le GRAP est un collectif d'individus, d'associations qui agissent, à mon avis et à notre avis, sur la forme de l'enquête. Je te redonne la parole. Ouais. Donc, du coup, pour revenir à cette période, on va dire 2018, donc il y a de la croissance et il y a une prise de conscience individuelle, collective à différents endroits. Enfin, il y a différents signaux en fait à bas bruit, et puis ça se dit pas de la même manière partout, mais disons que quand on tend l'oreille dans les séminaires, justement, où on se retrouve tous, à cette époque-là, c'est 2 fois par an, les séminaires où il y a toute la coopérative, on voit qu'il y a des questionnements des gens qui viennent, donc des entrepreneurs ou des gens qui viennent des activités, de dire, mais en fait, là, on ne connaît plus tout le monde, c'est plus, on arrive, il y a 80 personnes et j'en connais 20 sur les 80, comment on fait pour faire confiance dans le groupe je ne connais pas les gens, c'est un peu plus compliqué. Donc avec des difficultés à se projeter sur un plus grand groupe, donc une manière de percevoir les risques liés à la croissance. Il y a quelque chose aussi qui est plus peut-être partagé par l'équipe support, l'équipe qui gère les services mutualisés et qui gère la structure, de dire mais en fait là on doit prendre, ça nous arrive de plus en plus souvent de devoir prendre des décisions qui finalement ne devraient pas être prises par nous, parce qu'il faut organiser, il faut structurer, il y a beaucoup de masse et donc du coup on se retrouve à finalement prendre le pouvoir sur des décisions. Il faudrait qu'on puisse interroger, demander ce que veulent les gens, etc. Et on n'a pas forcément les bons endroits. Et ça nous met dans une position bizarre. Et nous aussi, pour pouvoir gérer cette masse, on se spécialise. Donc, on quitte un peu l'idéal de polyvalence qui est souvent qui va avec l'autogestion, parce que cette équipe support, elle fonctionne en autogestion depuis le début. Donc, dire, pour fonctionner, on est obligé un peu de se spécialiser, mais du coup, qu'est-ce qu'on va perdre en capacité justement d'interroger ensemble le travail qu'on produit. Et plus dans l'équipe où le CAO, le CA, enfin ces équipes un peu les personnes qui sont un peu plus au courant des projets globaux de la structure, de se dire mais bon ben voilà, ça y est, GRAP ça fonctionne, on a 5 ans, il y a des gens qui on est sollicité, etc. Bon ben qu'est-ce qu'on fait après? Et avec un peu cette espèce de gueule de bois aussi de l'effervescence des débuts, et en même temps un sentiment de dire mais si on peut juste dire ben on est arrivé, qu'est-ce qu'on nous propose dans l'imaginaire? C'est juste de grossir quoi. Et est-ce qu'on va juste grossir comme ça? Quel est l'intérêt? On le voit pas trop. Et donc du coup il y a un peu finalement ces sentiments s'agrègent et on décide collectivement d'en parler en fait, et de dire il faut discuter de ça, tout va bien à l'époque, il n'y a pas de problème, mais dire faut en parler. Et la première décision qu'on prend tous ensemble, donc je pense en 2018, c'est de dire on fait GRAP va pas grossir pour grossir, on va faire et on va pas faire tout seul, et on va pas essayer d'intégrer tout, donc on va du coup essaimer notre modèle, c'est-à-dire que quand on nous sollicite pour des projets qui ne sont pas tout à fait soit dans notre région, soit dans notre cœur de métier, on va plutôt aider les gens à faire comme nous, ou en tout cas leur donner le code source, en fait, leur donner le code de ce qu'on fait pour qu'ils puissent faire eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et on répond au même moment à l'appel à projet pour le French Impact.
on remporte l'appel à projet et on décide de mettre des sous là-dedans, en fait, de financer le fait d'essaimer le modèle vis-à-vis de structures tierces qui seraient intéressées. Donc là, il y a un petit groupe en 2018 qui réfléchit là-dessus. Ça donne le GT qu'on appelle Constellation, justement, de dire, donc il y a eu d'abord ces discussions en séminaire, puis il y a des gens qui travaillent, dire, voilà, comment on va faire, est-ce qu'on fait un kit d'essaimage, comment on répond aux sollicitations, quel temps de travail on y donne, etc. Et dans ce groupe, à un moment donné, les gens disent, mais en fait, de fil en aiguille, ça discute stratégie. Et quelqu'un dit un jour, en fait, là, on est en train de discuter de choses qui nous dépassent totalement et qui concernent la coopérative. Donc, ils sont allés au CA pour dire, il faut mettre en place un chantier stratégie qui va occuper toute la coopérative. Du coup, le CA dit OK, et on est en mars ou en mai 2019 au séminaire. J'ai retrouvé le programme du séminaire où donc on ouvre des ateliers stratégiques et en fait, tous les grands thèmes sont, donc on est sur un séminaire de 3 jours en mai 2019 et du coup, on parle de coopératives agricoles, d'impact social, de collectifs territoriaux, de participation, de cahier des charges d'appartenance, d'esprit entrepreneurial, de convivialité, de communication, de logistique, de grossistes, de formation, bref, on fait des ateliers sur tous les thèmes et on fait un gros brassage justement donc avec des gens qui ont préparé les ateliers, de faire sortir de la matière, de voir ce qu'en pensent les gens, etc. Quelles sont les lignes de structure et les lignes de fracture dans la coopérative, les choses qui sont évidentes, celles qui ne le sont pas, les idées, etc. Et à partir de ce travail collectif, il y a un petit groupe qui rassemble des gens du CA, des gens de l'équipe, des gens des activités, qui va faire un premier travail de synthèse ou de problématisation collective. Les gens, pour aller à ce temps-là, les gens avaient préparé en petit groupe déjà des sujets. Donc, il y avait un grand collectif. Ensuite, il y a un petit groupe qui est identifié, qui est valorisé. En se disant, voilà, on fait appel à vous. Finalement, le collectif vous fait confiance. Ces gens-là travaillent en petit groupe à la table avant la journée. Ensuite, il y a des échanges. À la fin de cette journée, il y a une synthèse collective qui est faite par le groupe. Et là, il y a une personne qui va reprendre tout le travail et qui dit, à partir de tout ce qui est fait, je propose une synthèse subjective de ce qu'on a dit et je fais un document martyr, en fait, qui est une note stratégique, une martyr que je vais redéposer dans le collectif. Donc, et après, on arrive à et du coup, après, ce document, il est travaillé en petits groupes, il est représenté partout dans la coopérative pour aboutir en novembre 2019 à notre séminaire qu'on avait appelé le séminaire du futur, où là, on a validé la note stratégique dans ses intentions. Donc là, on disait, voilà, comment on fait face à la croissance et on a du coup, donner des pistes à plein de choses, dire voilà, l'essaimage, la territorialisation, comment on passe d'un fonctionnement centralisé à un fonctionnement en étoile, etc. etc. Donc, je crois que c'était ça que l'on voulait dire sur cette diapo. Et donc, le deuxième élément, effectivement, ce qui a intéressé Émilie et Séverine dans ce truc-là, c'est de dire cette conception de document martyr, donc là, une expression qu'on a utilisée et qu'on utilise toujours. On parle souvent dans le graphe de proposition martyr, de documents martyrs, etc. Enfin, souvent, régulièrement, disons, en se disant, à un moment donné, il ne faut pas croire qu'on va écrire à 200 ou à 150 un document. Peut-être les chercheurs, vous y arrivez, mais nous, on n'y arrive pas. Donc, il faut bien que quelqu'un se lance pour poser quelque chose au centre. Et que ce quelque chose, ce soit bien une proposition et que les gens se sentent en droit de la questionner et de la transformer et que ce soit bien une vraie proposition et pas un acte, pas une prise de pouvoir. Du coup, on est dans un... Donc, et pour ça, il faut déjà qu'il y ait eu la proposition, elle ne peut pas arriver trop tôt, elle doit arriver après un travail collectif. Et ensuite, du coup, on amène ce travail au centre et ensuite, on va interroger les gens. Mais on n'interroge pas les gens de but en blanc, n'importe comment. Ils ont travaillé à l'émergence, on réexplique les enjeux et il y a des formats de discussion qui sont de toutes sortes. Donc, on voit là sur la gauche de la diapo, on a notamment, ça correspond pas mal à notre culture d'organisation. Donc, on fait des apéros, des apéros stratégie en disant aux gens, venez, on va sur les territoires, on boit un coup, on présente le truc et on en discute, etc. Mais ça peut être aussi, on a fait des capsules vidéo, on a aussi fait des groupes sur des groupes vraiment dire, voilà, vous devez vraiment discuter de cette... on a vraiment besoin de votre avis sur cette question-là, etc.
Et on avait même prévu, donc au séminaire de novembre 2019, où on a voté la stratégie, on avait aussi prévu un atelier, la stratégie pour les nuls, pour vraiment ceux qui étaient passés totalement au travers des mailles du filet, qui puissent au moins avoir une présentation de la note stratégique telle qu'elle était avant la mise au vote. Et voilà, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Oui, je vais vite reprendre peut-être. Et en fait, et là en fait, une des choses, voilà, je vais passer à la slide suivante. Et donc du coup là, le processus qui a été décrit le verbatim là qui est donné, c'est qu'en fait tout ce processus là, en fait, il est organisé de façon très stratégique entre guillemets, comme avec un certain nombre une intentionnalité forte, mais sans que les personnes qui le faisaient n'aient vraiment conscience de ce vers quoi ça va amener en fait. Et du coup, on a on a fait tout ça avec une idée de consultation des publics, mais en fait, ça a produit quelque chose en fait. Mais on ne le savait pas forcément au départ en fait. Et donc en fait, on reprend en fait ce travail-là que nous on a essayé de cadrer autour de la question de il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience un peu diffuse, etc., qui est en fait traitée, et on va voir que c'est important, qui est traitée, qui est entendue, qui est considérée, et ça veut dire qu'il y a des espaces pour considérer cette prise de conscience. Elle est problématisée, donc avec notamment par exemple le document Martyr, et elle est discutée. Et ça, en fait, ça reprend un peu des catégories qui existent dans l'enquête démocratique de travail articulatif, de travail délibératif et de travail transformatif. Et qu'est-ce que c'est qu'une enquête? Et nous, dans le papier et dans d'autres articles qu'on a écrits avec Séverine, en fait, on parle d'enquête démocratique par la capacité d'une organisation à justement permettre l'enclenchement d'un tel processus, qui est un processus, comme on vient de le voir, qui n'est pas déterminé ex ante en fait. Il y a la prise de conscience qui ne se fait pas non plus au début, la prise de conscience, à travers le processus, elle accroît, elle s'accroît, etc. Et cette enquête, c'est la capacité à répondre à des problématiques et du coup de voir des individus se saisir de façon autonome de problèmes, de situations indéterminées et de proposer des voies de résolution. Et donc, l'enquête, en fait, c'est le moment, c'est le temps où d'une situation indéterminée, incohérente, un trouble, un problème, on a un processus d'action collective qui s'enclenche et qui conduit à une situation déterminée. Ce qui est important, c'est que ce processus-là, il est défini collectivement à partir de sensations, de prise de conscience. Il peut être aussi enclenché par la direction, mais c'est un processus collectif et qui n'est pas déterminé ex ante. Et de fait, ici, dans ce papier-là, on met l'accent sur cette dimension-là de la question de la croissance, en fait, qui va conduire du coup quand même au projet stratégique où je ne sais plus comment c'était le titre, mais en fait, on refuse la croissance, quoi, ou je ne sais plus comment c'était exactement. Dire non, c'est maintenant, ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, c'était donc qui conduit à ça. Mais en fait, on peut tout à fait concevoir, voir l'organisation sous l'angle d'enquête, de la capacité de l'organisation à voir s'enclencher des enquêtes. On peut le voir de façon positive et donc de voir, oui, là, effectivement, les individus ont pu se saisir d'un problème et le traiter. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la fin, la situation déterminée, elle est résolue, hein, elle est juste stabilisée. Et ça peut donner lieu après à d'autres processus, etc. Et on peut aussi lire, du coup, la question, on peut le voir de façon critique ou de façon, en termes d'amélioration des pratiques, de concevoir le management comme la capacité à permettre aux individus de se saisir des problèmes, des situations indéterminées et de les enclencher. Et donc, je termine rapidement. Je termine très, très rapidement parce que je crois qu'on explose le temps. En fait, on en revient justement à
dans la discussion, dans la conclusion du papier et là oralement, en fait, on a décrit ça et après, la question importante se pose de quelles sont les conditions pour qu'une organisation puisse actionner de telles enquêtes. Et c'est là où donc on retrouve la citation d'Arlette Laguillet via Camille, de travailler les questions et muscler les travailleurs, c'est que bien évidemment qu'il faut des conditions pour permettre l'enclenchement de cette enquête-là. Et ça veut dire que, et il me semble que dans le processus qu'a décrit Camille, ça veut dire qu'évidemment, c'est des processus qui prennent du temps. Il faut prendre le temps de la discussion. Il faut créer des scènes et des instances, des mandats pour outiller les personnes. Il me semble qu'au GRAP, de fait, on a, si on regarde l'organigramme, quand on regarde en fait le ratio mandat sur le nombre de personnes, en fait, et dans le temps, en fait, les mandats, les responsabilités tournent aussi pour pouvoir outiller, pour pouvoir muscler les travailleurs et pour pouvoir leur permettre de travailler ces questions-là. De fait, et plus on enclenche le processus, plus les travailleurs se musclent et développent. De fait, donc prendre le temps, créer des séances, des instances, des scènes, des mandats pour outiller les personnes. Et évidemment, après deux petites points de vigilance, par exemple, évidemment que cette capacité d'enquête, eh bien, elle repose sur cette capacité à entrer dans les régimes d'enquête, eh bien, elle repose sur des expériences antérieures de socialisation, de formation, où évidemment, on est quand même par exemple, dans le GRAP, on est dans une configuration où on a des personnes qui ont un certain capital social, culturel, etc., qui facilite peut-être les choses, mais et ça dit oui, il disait dès le départ, mais le processus d'enquête permet justement en même temps de muscler. Et l'autre chose, c'est évidemment quid des questions d'épuisement professionnel, de difficultés, etc., qui reste un point important. Alors, de fait, moi, il me semble que dans l'histoire du GRAP, cette question-là, typiquement de l'épuisement professionnel, de la charge mentale, etc., avait justement, en tout cas, nous, en tant que chercheurs, on avait interprété, ça avait fait l'objet d'une enquête, justement. Cette question-là avait été traitée, en fait. Et du coup, pour finir, et après peut-être que je donne un mot à Camille pour conclure, mais pour finir, en fait, qu'est-ce qui caractérise ces organisations-là, ou en tout cas des organisations que moi je pourrais qualifier d'organisations alternatives, c'est que les questions sont traitées, en fait. Et finalement, quand on y pense, en fait, qu'est-ce qui différencie une organisation alternative, si on peut les différencier d'une organisation conventionnelle, c'est que, en fait, les questions sont traitées et ne sont pas considérées ne sont pas naturalisées, en fait. Elles font l'objet d'une discussion. Pas forcément, elles vont pas se traduire en termes d'outils de gestion et de dispositifs, mais elles sont traitées et discutées. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui, sur la façon dont les individus s'insèrent dans une organisation et la façon dont les problèmes de gestion sont traités, ça change quand même pas mal de choses. Ok, en mot de la fin, je veux juste peut-être dire, il y avait une question au tout début sur comment on institutionnalise, etc., les choses. Donc là, donc l'enquête, elle a eu lieu il y a longtemps. On est bientôt en 2025 à la fin de ce plan stratégique qu'on a élaboré à cette époque-là. Du coup, il s'est passé plein de trucs. Et notamment, on a cherché un peu à institutionnaliser. Enfin, je me retrouve assez bien dans ce truc travail délibératif, travail articulatif, travail transformatif. Bon, nous, on ne le pense pas comme ça au quotidien, mais finalement, on a créé des instances de gouvernance. On a une sorte, donc il y a toujours le CA, la DG, etc., l'Assemblée générale, mais on a aussi un cercle général avec des cercles métiers, etc. Et on a un peu reporté justement de se dire, mais ce travail articulatif, notamment d'émergence de problèmes, comment en fait on peut le sortir de juste la capacité de certains individus de par leur capital social justement ou de leur position dans la structure, comment on peut le garantir finalement à plus long terme et le porter par la structure en fait et pas
fallait qu'ils soient pas dépendants des personnes en place. Et du coup, on a mis tout un tas de cercles de réflexion, donc des cercles métiers, des cercles territoriaux, etc. Et un cercle général où ces gens-là se voient 2 fois par an. Et en fait, c'est un endroit d'émergence parce que c'est un cercle qui n'a pas de pouvoir de décision à part le pouvoir de créer d'autres cercles. Donc, c'est vraiment un endroit d'articulation et d'émergence de problèmes. Et ça, c'est quand même vraiment... Enfin voilà, je me dis, il y a cet effort-là qui a été fait avec donc cette nouvelle gouvernance. Et c'est vrai qu'on est vigilant à ça, de se dire, nos bonnes pratiques ou des choses comme ça, comment en fait, petit à petit, on peut les ancrer dans quelque chose, que ce soit un morceau de procédure ou un morceau de gouvernance ou un article en plus dans la charte ou des choses comme ça pour petit à petit... Parce que si c'est écrit ou si c'est dans les textes, dans l'organisation, justement, c'est saisissable par tous et ça s'ancre dans la culture et du coup, ça fait que c'est de moins en moins dépendant des personnes et de de la bonne idée ou de leur bonne volonté, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, petit à petit. Voilà, je pense que j'aurais plein d'autres choses à dire, aussi il y a plein de choses qui étaient intéressantes, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer aussi à la partie de questions. Parfait. Alors, donc du coup, il nous reste un quart d'heure pour des questions. Donc, vous pouvez soit les poser par, voilà, lever la main ou dans le fil de discussion. Moi, je vais surveiller le fil de discussion. Emmanuel, peut-être les mains qui se lèvent. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé à 2 voix. Je trouvais que c'était vraiment très, très enrichissant aussi d'avoir à la fois, on voit la collaboration entre les chercheurs et l'organisation. Et donc, il y a plein de thèmes que vous avez abordés, la démocratie comme un processus, une forme de vie, le passage à l'échelle. La démocratie, ça peut aussi concerner la stratégie des organisations, les outils. Enfin, je pense que ça fait écho à beaucoup de réflexions que les uns et les autres on peut avoir. Et donc, voilà, je laisse la parole pour les questions sur le petit quart d'heure qui nous reste. Alors, je vois que dans le chat, Franck Daoud, qui intervenait tout à l'heure, rebondit sur le travail articulatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Zouir El Romri. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, j'avais une question un peu pragmatique sur le fonctionnement de l'entreprise. Moi, je m'intéresse particulièrement aux problématiques autour du management d'équipe. Donc, à un moment, vous mentionniez que suite à la croissance, vous avez dû mettre en place plus de structures au niveau de l'organisation. Et notamment, vous êtes passé d'une SARL à une SA. Avec une gouvernance et puis une structure qui a dû être mise en place. Ma question, elle porte sur 2 points. Le premier, c'est est-ce que vous avez dû mettre une organisation hiérarchique suite à cette évolution de structure? Et la deuxième, c'est comment vous avez vu les impacts sur l'efficacité de l'entreprise et puis de l'évolution de la démocratie au sein de la SA une fois que vous êtes passé à cette structure. Merci. Merci. Je pense qu'on va prendre 2 questions, 2 par 2, comme ça, comme il nous reste peut-être Sénia, Mago aussi, puis comme ça, vous répondrez à 2 questions en même temps. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, ça va faire le lien avec la question de Zouir aussi, parce que, en fait, moi, je m'interrogeais sur la partie performance et dans quelle mesure avaient été travaillés d'éventuels indicateurs ou en tout cas objectifs de performance dans le cadre de l'enquête, peut-être. Merci. Je te laisse, Camille. Oui, je peux compléter des choses de ce que je sais. Oui. Alors, ça, on est vraiment dans un vocabulaire qu'on ne manipule pas beaucoup. Hein. La hiérarchie et la performance, c'est pas effectivement pas vraiment comme ça qu'on pense les choses. Donc, au moment où on est passé en SA, du coup, la motivation, c'était du coup de faire un contre-pouvoir par rapport à cette équipe structure qui mutualise les services et donc qui est au cœur du réacteur. On disait ça d'ailleurs, on est un peu au cœur du réacteur. À la fois, on est
on rend les services aux activités et on est leur esclave, ou enfin voilà, on est vraiment au service d'eux, et en même temps on est au cœur du réacteur et on est un peu devant. On a toujours eu un peu cette double posture, mais là on se disait non, ça commence à trop tirer, donc il faut sortir des responsabilités de cette équipe. Mais au moment où on a fait ça, donc on se dit on va passer en SA, il y a un conseil d'administration, du coup il y a des directeurs, il y a un triplet, un groupe de 3 directeurs généraux, directrices générales d'ailleurs, on s'est dit, en fait, la direction générale de Grappe n'est pas le supérieur hiérarchique de l'équipe support, cette équipe est autogérée et elle le restera. Donc, du coup, on a aussi à ce moment-là créé des mandats dans l'équipe qu'on appelait de référents d'équipe interne, qui avaient finalement le but un peu de pouvoir faire tampon. On ne savait pas trop au départ ce que ça allait être le mandat. Ce mandat existe toujours, il a beaucoup évolué, et puis il y en a d'autres qui ont été créés depuis. Mais donc, on a posé dès le départ que les gens qui avaient le mandat de direction générale, ils étaient directeurs généraux de la structure pour gérer la structure, et voilà, mais certainement pas les supérieurs hiérarchiques de l'équipe. Donc, du coup, on a créé cet autre mandat et on a limité en disant la direction générale peut être amenée à intervenir si et seulement si, dans l'équipe interne, il se passe des choses qui vont mettre en cause le périmètre des services, le fait que l'équipe ne peut plus rendre service aux activités. Mais tant que c'est nos problématiques internes, on se débrouille. Donc ça a été fait au même moment, en fait. Et on a continué à poser qu'en fait, l'équipe était autogérée, et elle est autogérée en se basant sur des collectifs métiers. Donc ça répond aussi à quelqu'un qui a tout à l'heure parlé du dialogue professionnel. On est parti du principe que il fallait que les gens qui travaillent au même métier doivent discuter ensemble de leurs conditions de travail, de leurs outils, de leurs stratégies, etc. Donc on est structuré en plusieurs informatiques, compta, social, etc. Et donc ces gens font ça. Chacun fait son truc et est autogéré dans son petit collectif, et l'équipe cherche du coup qui rend les services. Là, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se construire encore aujourd'hui, de dire comment en fait on fait une équipe autogérée, sachant qu'aujourd'hui on est 20-25, que notre masse salariale représente 80% en fait du poids des charges de la structure. Donc du coup, ça concerne du coup la direction générale qui a elle le mandat de garantir l'équilibre financier de la structure. Donc on est toujours dans la recherche de ce point de patinage, de comment en fait on est libre et on s'autogère, mais en même temps sur des questions qui sont complexes et avec des enjeux qui concernent la direction générale. Donc on est toujours en train d'expérimenter. On a créé il n'y a pas longtemps un cercle service support qu'on a dissous en début d'année pour le rediviser en 2, etc. Enfin, on continue de travailler ces questions pour voir comment on articule en fait les redevabilités et les périmètres de décision de chacun. Donc ça, c'est toujours en cours. Sur l'efficacité, grande question, on a pas mal en ce moment, moi j'avais lu des choses sur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, sur comment on peut sortir justement d'une idée de contractualisation qui est basée sur le modèle industriel, et du coup de dire, mais en fait, nous on est une équipe, on rend des services à nos clients, mais comment on sort de cette logique de prestataire de services ou de performance, etc. Donc on essaye souvent de se dire, en fait, il y a d'une part une contribution coopérative qui paye les frais de structure, il faut que ça rentre dedans, quoi. Et d'autre part, il y a une promesse il y a aussi des documents contractuels, mais il y a aussi un engagement de service et vis-à-vis des activités, et il faut que ça satisfasse leurs besoins. Mais finalement, l'équilibre entre les deux, il est peut-être aussi, il est détaillé, mais aussi d'une part un peu sur un fonctionnement de sécurité sociale. Tu contribues selon tes moyens, tu reçois selon tes besoins, il y a une adaptation, etc. Et on essaye de trouver quelque chose qui est de cet ordre-là, de pas justement, en fait, on lutte un peu, en tout cas les équipes support luttent un peu pour de dire on ne veut pas tout découper et aller tout mesurer point par point, parce que il nous semble comme ça intuitivement que c'est quelque chose qui va détricoter la confiance et détricoter l'efficacité globale de la structure plutôt que la renforcer, même si, par exemple, on fait ce qu'on appelle je sais pas comment dire, des prises de température. Donc, par exemple, pour le pôle social, on s'est dit, tiens, on fait des payes et des déclarations, ça coûte à peu près, on représente tant de pourcents de la masse salariale, donc tant de pourcents de la contribution des activités. En fait, si telle activité ou telle activité allait faire ses payes à l'extérieur, combien ça lui coûterait? Et est-ce qu'on est cohérent par rapport à un prix de marché? Voilà, on fait des choses un peu comme ça, on s'en inquiète, mais on n'a pas de dispositif. Aujourd'hui, on a notre temps de travail, on fait des analyses de gestion, etc. Mais on reste dans quelque chose qui est en tout cas pas très très finement outillé, pas systématisé et pas dans les mains de la direction générale. Mais on s'en inquiète.
et ça nous prend la tête. Le message est clair. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'avais vu tout à l'heure Vincent Taillandier et Lise. Alors, les deux questions vont se succéder. Vincent. Oui, bonjour et merci pour cette présentation. Moi, j'adore effectivement le discours à deux voix, voilà, chercheur et puis praticien. Moi, je fais partie d'une coopérative d'intérêt collectif aussi, donc voilà, j'ai une expérience de gouvernance là-dessus. Et quand je vois le GRAP, je me dis waouh, mais quelle belle, voilà, quelle énergie pour chercher, explorer, inventer. Voilà, ça c'est super. On sent qu'il y a vraiment la recherche de quelque chose, peut-être une stabilisation à voir avant la dégénérescence. Mais je me posais la question, comment vous évitez l'épuisement là-dedans? Parce que c'est un travail interne qui est colossal en fait. On peut se dire qu'à un moment donné, ça peut complètement prendre l'ascendant sur le travail externe, c'est-à-dire les services, comme vous dites. Donc, et indépendamment de ça, il y a un effet d'usure individuel, collectif qui peut apparaître. Voilà. Comment vous tenez compte de ça collectivement, parce que j'ai bien entendu que c'était l'autogestion. Merci. Merci Vincent, tu as posé la question que je voulais poser aussi, parce que c'est vrai que ça revient souvent dans ces formes d'organisation très engageantes. Lise Gastaldi, si tu veux. Non, mais c'était un peu la même aussi. Alors, moi, j'aime bien le parti pris qui est de ne pas montrer effectivement la déliquescence, mais plutôt effectivement comment les organisations elles vont bricoler. Parce que je ne sais pas si c'est des travaux que vous manipulez, mais on a un séminaire sur les utopies concrètes à Marseille. Et malheureusement, on voit beaucoup de déconstruction des projets de reprise d'entreprise, de scope, de structure d'économie sociale et solidaire, avec tous les écueils. Et certains, vous les avez mentionnés, la question de l'usure, du surengagement professionnel, des fois la difficulté à mobiliser des gens en leur disant on vous implique, mobilisez-vous. Enfin, il y a des espaces pour, et en fait, d'être déçu que les gens n'y aillent pas, parce que c'est aussi du surtravail d'une certaine manière, et qu'on le fait peut-être à un moment donné dans sa trajectoire personnelle ou dans la trajectoire de l'organisation. Mais la question de la soutenabilité individuelle et collective de cette espèce de surtravail, de l'engagement, de la participation, de la dimension démocratique, effectivement, ça peut interroger. Et je ne crois pas que vous l'ayez dit, messieurs, malgré tout, la possibilité de conflit ou de sortie, de gens qui, à un moment donné, disent en fait, voilà, ce n'est pas du conflit ouvert, enfin, ce n'est pas que exit to voice, mais voilà, des formes de désengagement, de détricotage de la relation en fait, au collectif, et de gens finalement qui, pour des raisons diverses et variées, mais qui vont quitter la trajectoire de l'organisation, et qui posent la question du coup de la régulation de cette dimension éventuellement conflictuelle. Et après, ça m'a inspiré autre chose, mais je t'enverrai un mail, Émilie. Ok, alors je vais répondre très vite puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc sur l'épuisement, du coup, ma première réponse, ça serait une des choses qui, je pense, nous fait tenir. Donc oui, il y en a un d'épuisement, voilà, oui. Une des choses qui fait tenir, c'est quand même le kiff. On appelle ça comme ça. C'est qu'en fait, on se marre bien, en fait. On fait le fait de pas justement de pas être dans le contrôle, de pas vouloir faire une cathédrale, mais plutôt un bazar, de se faire confiance, de pas céder à la peur, de pouvoir discuter avec les gens, d'oser, etc. En fait, c'est drôle. Et donc, il y a beaucoup de moments ressourçants aussi. Et donc, du coup, ça vient quand même vraiment contrebalancer les choses. Et c'est, je pense, quand même une grande part de ce qui fait que GRAP fonctionne encore aujourd'hui, malgré la trajectoire turbulente et épuisante. Donc, ce n'est pas anecdotique. Même si je ne sais pas si c'était un sujet, enfin voilà, je sais pas, voilà. Et la deuxième chose, c'est que là, par exemple, donc, la première note stratégique, c'est 2020-2025. Donc là, on s'est dit, tiens, 2025-2030, on fait quoi? On est en 2023, il faut peut-être commencer à en discuter. Et du coup, on a lancé plein de sujets. Et du coup, avec une administratrice, on a lancé un sujet on a lancé un questionnaire sur dire, mais en fait, comment les gens sont satisfaits individuellement de leur relation avec GRAP, c'est-à-dire est-ce que, non pas vis-à-vis des activités, est-ce que je suis satisfait des services, mais est-ce qu'en fait, je suis satisfait de ma relation avec GRAP on a chopé la notion là, de contrat psychologique chez des chercheuses du collectif SICAGRI là, qui travaille sur GRAP aussi en ce moment. Et on s'est dit, ah ouais, ça c'est intéressant. Et du coup, on a fait une sorte de petit modèle comme ça, on a fait un questionnaire et tout, et on l'a dépouillé et commencé à l'analyser pour le séminaire de cet été. Et
ce qui ressort, c'est que les gens, là, ils sont globalement contents. Donc, une personne sur deux n'est pas satisfaite de sa rémunération. On gagne en moyenne 13 € de brut de l'heure dans la coopérative, tout confondu. Hein, donc, pas de surprise de ce niveau-là. Mais sur les autres aspects, donc sur la promesse que fait Grapp quand on rentre dans la coopérative, hein, une chose marquante qui est ressortie, c'est de dire, en fait, sur la question de la démocratie, les instances sont claires, ma parole est écoutée, machin truc et tout ça. Il y avait plein de gens qui disaient, ouais, c'est présent, mais bon, je sais pas si important que ça, je m'en fous un peu. Finalement, c'est bon, quoi. Donc, on s'est dit, tiens, cette question, elle est quand même un peu réglée, quoi. Par contre, on a eu beaucoup de remontées par rapport à la difficulté à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la charge de travail, etc. et tout. Et du coup, je pense qu'un des axes, en tout cas avec Céline qui est l'administratrice, on va œuvrer pour dire, mais en fait, il y a dans les axes stratégiques 2025-2030 et même déjà avant, on n'est peut-être pas obligé d'attendre, il va vraiment, nos forces justement qui ont les forces de mutualisation, d'intelligence collective, etc. Ok, la gouvernance c'est bien, là on est pas mal, on va peut-être stabiliser ça et puis arrêter de bouger là et investir nos forces, dire comment on peut collectivement répondre à cette question. Détruire le système agro-industriel qui nous menace et qui dit bon, ça va mettre un peu plus longtemps, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en attendant et comment on peut se mettre ensemble nos moyens, nos compétences, notre intelligence, les ressources, tout ce qu'on veut pour réussir à avancer sur cette question qui concerne donc l'équipe support, mais qui concerne aussi les activités parce qu'on vit dans un monde qui est difficile. Donc voilà, et dans les petites choses qu'on a déjà mises en place, par exemple aujourd'hui, on a un processus par exemple d'indemnisation des temps coopératifs, donc on n'appelle pas rémunération parce que c'est vraiment dérisoire, mais en tout cas, donc, le CA gère une enveloppe d'instances qui ouvre droit à des temps coopératifs, etc. Chaque activité paye 100 € par an par ETP. Dans sa structure, par ETP travaillé, quoi. Et du coup, cet argent est réparti entre les personnes qui participent au CA, au cercle machin, etc., pour un peu répartir cette question. Qui était aussi une demande des gens qui ne pouvaient pas participer. En disant, mais nous, on se culpabilise de ne pas pouvoir se dégager du temps, donc si à la limite, on peut amender un petit fonds, ça nous donnerait meilleure conscience. Donc voilà. Et donc les pistes, c'est déjà de reconnaître ce travail de coordination dans des fiches de poste, etc., de chercher des moyens collectifs, etc. Et sur les sorties, les conflits, oui, il y a eu des sorties, il y en a toujours eu. Il y a eu pas mal aussi de sorties ces derniers temps sur des questions de liquidation judiciaire, parce que le climat, c'est donc de fin d'activité. Il y a aussi régulièrement des sorties sur... parfois des conflits. Moi, non, c'est plus trop des conflits. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans, on a eu par exemple une grosse sortie sur un conflit où voilà, ça s'est frité avec la DG, avec le CA, avec les gens n'étaient pas contents, quoi. Et là, aujourd'hui, on a des divorces quand même plutôt que vraiment des conflits. C'est-à-dire qu'à des moments, des gens qui vont dire, mais en fait, votre projet là, moi, je m'y reconnais pas. Je suis dans une vision plus ceci ou plus cela, mais du coup, ça se passe. Et en fonction de, justement, là, le processus de résolution des conflits, il n'est pas forcément très fixé. Enfin, on sait que les accompagnateurs vont à un moment donné arrêter parce que du coup, ils ne peuvent pas être dans une double posture. Donc, ça va être repris par la DG, le CA, le pôle social éventuellement, selon la nature du conflit, selon la nature des personnes qui sont impliquées, puisqu'on a beaucoup des doubles casquettes. À des moments, on dit ça ne peut pas être machin, ça ne peut pas être machin, ça ne peut pas être machin. Donc, on invente... la manière de prendre en charge les conflits, mais oui, il y en a, forcément, mais pas tant. Ok, merci. Peut-être Émilie, si tu veux ajouter un petit mot ou... Non, de fait, oui, c'est ça, c'est que j'allais dire de façon moins précise, etc., parce que de fait, des sorties, si une chose en plus, peut-être par exemple sur les sorties et sur la prise en charge, moi, il me semble que effectivement, oui, il y a beaucoup de sorties. Ça veut dire que tout simplement, voilà, le Grapp, on est dans un modèle autogestion, mais en fait, il y a un renouvellement des équipes. Hein. Là, je parle de l'équipe support. Il y a un renouvellement des équipes qui fait que de fait, il y a des salariés historiques, mais de fait, il y a un renouvellement des équipes avec voilà, bientôt les dirigeants, les personnes qui étaient là au moment, qui ont créé l'aventure, bientôt ne seront plus là. Et du coup, ça se régénère, en fait. Hein, voilà, et donc, du coup,
voilà, il n'y a pas de phénomène, à mon avis, de dégénérescence parce que c'est créé par des dispositifs, etc. Par contre, reste la question de la fatigue, de l'épuisement, etc. Mais qui, encore une fois, voilà, comme disait Camille, c'est traité en fait. On termine, là, on a 4 minutes de retard. J'en parle dans nos ambiances de travail. Il n'y a pas beaucoup d'ambiances de travail qui appréhendent cette question-là de façon frontale, en fait. Et peut-être que c'est traité de façon incomplète, sans doute, etc. Mais la question, elle est recueillie et elle est problématisée. Après, ça ne transforme pas tout forcément, quoi. Mais... Ok, merci beaucoup. Emmanuel, je te repasse le micro pour le mot de la fin, si tu veux. Très bien, peut-être que le mot de la fin, ça peut être merci. Merci à nos deux invités d'avoir pris le temps de venir nous présenter ces travaux extrêmement riches et peut-être aussi un grand merci pour la transparence de vos propos et nous donner à voir vraiment ce qui peut se passer dans une organisation telle que la vôtre. Je pense qu'on a tous beaucoup appris, donc vraiment un grand merci. On n'a pas encore de nouvelles dates à vous donner pour nos prochaines matinales, mais on reviendra vers vous évidemment dès la rentrée pour vous communiquer un peu les informations. Et puis peut-être d'ici là, vous souhaitez à tous un très bel été. Merci beaucoup. Merci à vous et vraiment un grand merci à Émilie et Camille. Merci. Lise, je te réponds dans le chat. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.